remercier chaleureusement tous nos intervenants qui sont intervenus aujourd'hui. On a eu des débats, des explications, que des discussions très très intéressantes qui nous ont permis de mieux comprendre les sujets. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis en ligne, en direct. Vous avez été très nombreux. Merci beaucoup Richard de clôturer cette journée par cet atelier. Je vais te représenter pour ceux qui n'auraient pas suivi ton atelier de ce matin. Richard Gomez est le directeur de Business France Amérique latine. Depuis 2017, Business France en Amérique latine, c'est une équipe de 55 personnes réparties sur les 5 principaux pays d'exportation française dans la zone. Le Brésil, le Mexique, la Colombie, l'Argentine et le Chili. Avant ça, Richard Gomez a dirigé la zone ibérique après avoir piloté les activités innovantes de Business France en Californie et à Paris du département de nouvelles technologies. Merci Richard. On va t'écouter maintenant sur quelles perspectives économiques après la crise du Covid en Amlat et comment saisir des opportunités sans se déplacer. Grand sujet. Merci beaucoup Richard. Merci Alban. Bonjour à tous. Effectivement, ça a été dit précédemment, l'Amérique latine a été une des zones les plus touchées par le Covid. Donc, qu'est-ce qui reste et pourquoi l'Amérique latine et pourquoi maintenant? Parce que c'est un marché colossal, donc c'est 650 millions d'habitants, donc première raison. Il faut savoir qu'il y avait 50 millions d'habitants à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'en un siècle, on a gagné 600 millions en population. On a des projections optimistes qui font que le Brésil deviendra le 5e pays mondial dans les prochaines décennies. Identique pour le Mexique, pardon, qui sera la 7e puissance mondiale. On a une forme de proximité culturelle, plus que ça. C'est-à-dire qu'on est effectivement, certains sociologues appelaient l'Amérique latine l'extrême occident il y a quelques années. Je trouvais ça effectivement assez parlant sur le fait que c'est une immigration européenne principalement qui a émigré sur place. Ce qui veut dire que vos interlocuteurs sur place seront forcément très souvent d'origine espagnole, italienne, portugaise. C'est une zone de très fort investissement, on l'a vu dans l'atelier précédent, mais voilà, et gros investissements européens, notamment français. Il faut savoir que la France est le premier employeur, par exemple, étranger au Brésil, premier employeur étranger en Colombie. Et on a parmi les plus gros employeurs ici au Mexique, avec Safran. On a des taux de change extrêmement favorables pour investir. Il faut savoir, par exemple, sur l'investissement aussi, que le Brésil, rien que le Brésil, représente en investissement français plus que la Chine plus l'Inde réunis. Donc rien que les investissements français réalisés dans un seul des pays d'Amérique latine. Et donc le taux de change favorable pour y arriver, notamment en format croissance externe. Alors un baromètre de prospection, juste en gros sur la situation sanitaire, ça a été dit avant, effectivement très touché, donc 8% de la population mondiale, 32% de la mortalité mondiale. Donc effectivement ça fait froid dans le dos. On en sort, alors c'est pour ça que j'ai pas mis de soleil, on en sort progressivement et plus que progressivement. Aujourd'hui on est plutôt effectivement dans les bas de la courbe, ça a été dit avant. Et ensuite, sur les restrictions de voyageurs, encore quelques restrictions ou quelques nuages dans quelques pays, mais sinon, effectivement, la zone rouvre très largement et c'est une question de semaines pour les derniers pays. Quelques opportunités donc sur le secteur de la santé, gros secteur, et notamment, alors c'est pas très connu parce que l'Amérique latine, on imagine encore une population jeune, une population effectivement d'un nouveau continent puisque émigration, etc. Mais gros marché, je vais commencer par le bas, par la silver economy, donc une population vieillissante, ce qui veut dire gros marché notamment sur tout ce qui est retraite, tout ce qui est médical, tout ce qui est donc accompagnement, donc effectivement de cette génération. Une recherche très importante de dispositifs médicaux connectés, non invasifs. Ça, c'est quelque chose qui est très recherché dans la zone, avec des appareils de santé connectés. Alors, il faut savoir que je vous parle essentiellement, et c'est malheureusement essentiellement nos clients, les clients des entreprises françaises, c'est les hôpitaux privés, le secteur privé, donc avec une inégalité assez forte entre le secteur public qui est plutôt délaissé, je trouve tout ça encore une fois en généralité sur l'Amérique latine, et puis un secteur
privé qui est plutôt à la pointe, et même dans certains pays avec des hôpitaux avec des niveaux de technologie hyper performants. Donc sur la partie santé, c'est à peu près ce qu'il faut retenir. Sur la partie cosmétique, beaucoup de dermatologie, donc ça c'est très demandé et c'est aujourd'hui une des principales activités et des volumes d'exportation française vers l'Amérique latine. Tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel, vous allez me dire c'est valable un peu partout, mais encore plus en termes de volume sur l'Amérique latine. Et puis tout ce qui est produit pour hommes et bébés traditionnellement, mais pour hommes c'est aussi un marché de niche. C'était un marché de niche et aujourd'hui c'est devenu effectivement un marché qui croît de plus de 200% sur les 5 dernières années. Donc vraiment, si vous êtes dans ce domaine-là, intéressez-vous rapidement à l'Amérique latine. Sur le tourisme, alors je ne vais pas parler du Pérou, on vient d'en parler juste avant, mais sur la Colombie, grosse dynamique. Alors notamment, alors ça s'est fait aussi, tout le monde connaît la série Narcos, mais la série Narcos a été un point très important de développement du tourisme en Colombie, notamment de la part des Nord-Américains qui ont découvert la Colombie. Le fait que le pays soit pacifié aussi a été un gros plus. Donc de nombreux investissements en perspective avec un pays qui a à la fois les Caraïbes et la montagne, et donc là-dessus du côté français on est plutôt bien positionné pour pouvoir effectivement leur offrir un développement rapide de cette industrie. Également sur le Chili, les Jeux panaméricains en 2023, ça c'est effectivement quelque chose, une opportunité pour les entreprises françaises qui sont dans le domaine du sport et qui pourraient donc s'intéresser notamment aux nombreux appels d'offres qui ont lieu actuellement. On bascule sur la partie agroalimentaire. 25 millions de consommateurs et 5e marché mondial, une facilité au marché donc, avec de nombreux accords commerciaux, parce qu'on a l'impression que l'Amérique latine est fermée, parce qu'on a l'image du Mercosur notamment avec des droits de douane prohibitifs et des taux et une complexité. C'est faux sur l'ensemble de l'Amérique latine. C'est vrai, et probablement c'est compliqué sur le Mercosur, Brésil, Argentine principalement, mais il faut savoir que sur l'Alliance du Pacifique, donc Mexique, Colombie, Chili, Pérou, Équateur. Donc dans cette partie-là, on a effectivement des facilités d'accès et d'exportation rapides, et notamment de la partie agroalimentaire. Intensification de l'agriculture et de l'élevage, plutôt en Amérique du Sud, donc avec des besoins de solutions technologiques. Et bien évidemment un marché qui s'oriente sur le développement durable. Ce n'est pas forcément vrai dans toutes les industries, mais dans l'agroalimentaire spécifiquement, oui. Agriculture-élevage, donc finalement peu impacté par le Covid, parce que exportation notamment du fameux soja brésilien et argentin, mais aussi avec le Mexique qui a continué à exporter massivement sa production agricole. Les produits alimentaires, donc l'ORECA bien sûr a été très impacté, donc ça c'est évident. En revanche, tout ce qui est commerce en ligne et tout ce qui est le vente en supermarché a plutôt explosé à ce moment-là, et donc on a eu effectivement après une période d'adaptation dans les premières semaines, un boom effectivement du e-commerce. Vous verrez plus tard, mais il se crée une boutique de e-commerce par minute en ce moment au Brésil, donc il faut avoir ça en tête. Un marché donc colossal qui dépend des solutions et des technologies. Donc vous êtes français, on est considéré comme un des pays les plus armés à la fois en qualité et en quantité technologique d'un point de vue agroalimentaire. Donc on est attendu sur ce marché et on est recherché. Donc la taille des exploitations mérite effectivement qu'on puisse leur apporter effectivement certaines solutions pour augmenter leur productivité, augmenter leurs produits innovants et faire aussi de la R&D avec eux. Agriculture, élevage, donc tout ce qui est automatisation, tout ce qui est intrants innovants, et notamment les bio-intrants. On a fait une opération l'année dernière avec une vingtaine d'entreprises françaises, et ça a été énorme en termes de partenariats qui sont nés de cette opération entre les entreprises brésiliennes et les entreprises françaises notamment. Mais c'est quelque chose qui est recherché, c'est pas forcément connu, effectivement, encore une fois, sur l'image pas forcément bio de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud en particulier, mais sur l'agroalimentaire, il y a de quoi faire. Également sur les outils de gestion, donc Big Data, Deep Learning,
Alors Tereos est intervenu aujourd'hui. L'idée, c'est la première fois que je voyais effectivement des drones qui portaient des 10 kilos de produits sanitaires au-dessus des champs de canne à sucre et qui lâchaient exactement à l'endroit où il y avait des difficultés. Donc vous voyez quelque chose d'hyper technologique. Pareil, dans la visite de Tereos, ils ont une exploitation gigantesque et des hectares et des hectares de canne à sucre. Et ils avaient 3000 départs de feu chaque année. Ils ont 3000 départs de feu chaque année et rien ne brûle parce qu'ils arrivent à le détecter de manière satellite. Donc ce genre de solution, c'est effectivement des choses qui sont très très recherchées et sur lesquelles la France est très bien positionnée. Sur l'industrie alimentaire, donc on a à la fois les nouveaux régimes alimentaires qui recherchent aussi, comme souvent, mais avec un temps de retard peut-être, à manger plus sainement, avec effectivement la partie aussi vegan qui se développe très, très, très fortement. Sur la distribution, il faut savoir que Casino, Carrefour sont très bien positionnés. Alors le Carrefour est intervenu aujourd'hui, Casino effectivement est très présent, que ce soit en Colombie, que ce soit au Brésil, et donc on a par exemple 100% de la distribution nationale alimentaire au Brésil qui est détenue par des Français. Ça ne veut pas dire que c'est 100% des supermarchés, mais c'est 100% de ceux qui sont présents sur l'ensemble du territoire sont français, et localement les supermarchés on travaille très bien avec eux. Sur les accords donc commerciaux d'approche, c'est ce que je vous disais. Donc on a moins d'accords sur la partie atlantique, je dirais. En revanche, un nombre d'accords très fort et qui se développe et avec des économies qui sont en plein boom. Je dirais qu'on a plutôt une façade pacifique qui est en plein boom d'un point de vue économique. Et qui a des taux de croissance assez redoutables. On l'a vu tout à l'heure avec le Pérou qui fait 10%, qui fera plus de 10% cette année. Mais sur cette partie-là, et par exemple sur le Chili, il y a 94% des produits qui rentrent au Chili qui ne sont pas taxés. Donc c'est un accord entre l'Union européenne et le Chili. Donc ça vous donne effectivement une idée de ce que ça peut représenter comme facilité encore une fois d'accès sur des marchés encore une fois qui sont loin certes, mais qui sont loin d'être compliqués. Parce qu'encore une fois, des accords ont été signés. Quelques clés d'entrée sur la partie agroalimentaire, donc des systèmes sanitaires assez stricts, mais qui, encore une fois, se sont nettement modernisés, ce qui fait qu'aujourd'hui, valider un produit pour qu'il soit vendu sur place, c'est beaucoup plus facile. Avant, il y avait des files d'attente assez énormes et ça s'empilait et on mettait des années avant de pouvoir autoriser un produit sur le marché. Aujourd'hui, on parle en jours, voire en semaines, mais pas plus. Développer des réseaux locaux, donc ça c'est évident, c'est bien sûr la présence physique est un plus. On est en Amérique latine, donc latin égale humain, égale contact, égale effectivement quelqu'un qu'il faut entretenir, une relation qu'il faut entretenir avec une visite ou des appels réguliers pour que ça puisse effectivement avancer. L'offre française est très reconnue, que ce soit en gastronomie, en vin bien évidemment, mais ce qui n'empêche pas de pouvoir ou de savoir tropicaliser ces produits pour pouvoir effectivement les adapter localement. Ça passe aussi, pourquoi pas, par ce qui se développe aussi dans d'autres marchés, c'est-à-dire la canette de vin, effectivement inimaginable pour le marché français, mais c'est effectivement ce genre de produit qui peut se développer. En termes de réseau, en termes de financement, bien évidemment, c'est compliqué sur place. C'est toujours très compliqué. Donc, le conseil qu'on vous donne, et c'est pas parce que je suis ici sur Big, mais bien évidemment BPI, ne partez pas sur ce genre de marché sans sonder effectivement votre interlocuteur BPI local, parce que effectivement c'est celui qui vous donnera les clés à la fois de prospection, mais aussi effectivement de financement pour vous développer sur ce genre de marché. Sur l'industrie et clean tech, l'Amérique latine, si on doit la résumer du côté industrie, c'est trois choses. C'est les matières premières, les villes et l'industrie. C'est pas forcément les trois réunis au même endroit, c'est ce qu'on va voir, mais en gros, sur les matières premières, ce sont des réserves mondiales énormes. Ça a été dit dans l'atelier d'avant, mais de l'importance des matières premières, surtout en Amérique du Sud.
Voilà, 2/3, quasiment 61% du lithium, donc des batteries du futur, des batteries actuelles et des batteries du futur qui ont besoin de lithium. Ces réserves mondiales se trouvent en Amérique du Sud. Donc énorme marché, notamment au Chili, en Argentine et au Brésil, mais principalement au Chili. Et puis on retrouve effectivement tout ce qui fait l'industrie en général passée et ce qui fera l'industrie future dans la zone. Ce qui veut dire qu'en termes d'opportunités, si vous êtes dans un de ces secteurs-là, donc que ce soit des services de transport, d'environnement, de pièces détachées, de composants, vous êtes intéressant pour cette zone et vous devriez vous intéresser à cette zone. Dans la partie industrie, alors là on parle beaucoup, un peu plus peut-être sans doute au nord, au Mexique. Il faut savoir qu'il y a 2 ateliers du monde dans le monde. C'est la Chine qu'on définit comme l'atelier du monde, mais le Mexique est juste après. Et notamment sur la partie automobile, aéronautique, plastique, ce sont des énormes marchés et qu'il faut connaître, approcher. Et si vous êtes pareil dans un de ces services ou dans une de ces industries, vous avez des opportunités redoutables parce que on est sur des volumes et des marchés qui sont conséquents. Sur les villes, ça a été dit ce matin aussi, sur les villes durables. Rien qu'au Brésil, on a 17 villes de plus d'1 million d'habitants et vous allez retrouver une 60aine de villes de plus d'1 million d'habitants sur l'Amérique latine. Donc c'est des dimensions gigantesques, certes, avec des problèmes qui vont avec, c'est-à-dire des problèmes de mobilité, des problèmes de gestion des eaux, gestion des déchets, éclairage public, mobilité, donc transport, mais aussi le côté Smart City, le côté aussi connexion, le côté effectivement bénéficier de cette partie-là. Donc tous ces sujets, si vous êtes effectivement dans des bureaux d'études, si vous êtes effectivement dans des solutions, si vous êtes dans l'ingénierie, vous avez effectivement des grosses opportunités qui dépasseront peut-être même le cadre que vous avez pu traiter jusqu'à présent, notamment sur des marchés plus petits comme la France au final, avec la taille de nos villes. Quelques exemples de ce qu'on a pu accompagner, que ce soit en PME, avec NBC qui est un bureau d'études qu'on a pu effectivement accompagner sur Brésil, Mexique et Colombie, sur des ETI comme Metron, l'intelligence artificielle, et au service de la performance énergétique, donc pareil sur ces 3 mêmes pays, et sur des grands groupes aussi avec Aegis, et notamment sur différents marchés. Alors moins connu, beaucoup moins connu, mais c'est la filière technologie en Amérique latine. On n'en parlait pas du tout jusqu'à présent, et notamment, Alban m'a présenté effectivement, quand j'étais aux États-Unis, on s'intéressait absolument pas à l'Amérique latine. Depuis, notamment, SoftBank est venu avec plusieurs milliards pour investir localement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un marché à la fois de consommation et de production. On a 84% des Latino-Américains qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, ce qui passe par tout, c'est-à-dire qu'en gros un mélange de personnel et privé et professionnel, pardon, qui fait que votre WhatsApp sonne à n'importe quelle heure, même tard le dimanche soir. J'ai un appel parce que on a un sujet sur la France et que Richard c'est la France, donc on l'appelle à 23 h le dimanche et on attend une réponse à ce moment-là parce que encore une fois on ne comprendrait pas qu'on puisse pas répondre à ce moment-là. L'e-commerce a augmenté de plus de 50% pendant la pandémie, donc énorme marché. Transformation digitale, aujourd'hui, on a plusieurs entreprises françaises qui sont implantées localement et qui accompagnent les grands comptes effectivement dans leur transformation. Et également donc un e-commerce B2C qui représente déjà 101 milliards de dollars dans la région. Quelques exemples de consommation ou d'ultra-consommation, diront certains. Sao Paulo, c'est la première ville des courses Uber dans le monde, donc c'est pas forcément connu, mais voilà. Mexico, je crois qu'elle est la 3e, et le Brésil est donc le 2e marché mondial de Uber. Instagram est le 2e marché d'Instagram au monde, c'est le Brésil. Le Mexique est le 9e. Spotify, donc l'Amérique latine, le marché dont la croissance a été la plus rapide pendant la pandémie, pendant 2020, et on a donc 4e marché mondial pour Facebook, et qui a quasiment 400 millions d'utilisateurs sur l'Amérique latine, et qui sont des utilisateurs réguliers. Ils sont pas endormis.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'il y a 5 ans, l'Amérique latine ne produisait aucune licorne. Aujourd'hui, on a plus de 25 licornes qui existent, et donc dont une décacorne même. On a des investissements donc, dans les startups qui ont explosé. Donc, on a déjà quasiment 9 milliards de dollars qui ont été investis dans 400 opérations depuis le début de l'année. Et on a aussi la French Tech, et notamment pas mal de points French Tech, que ce soit à Mexico, que ce soit à Bogota, que ce soit à Sao Paulo, qui témoignent de la vitalité aussi des entreprises françaises dans ce domaine et qui ont choisi l'Amérique latine pour se développer. Sur le e-commerce, on a donc ce que je vous disais, plus d'une nouvelle boutique en ligne créée par minute. Alors je sais, donc ça doit faire 20 minutes. Donc il y a 20 boutiques en ligne qui ont été créées depuis que j'ai commencé cette intervention. Donc vous voyez effectivement ce que ça représente. C'est-à-dire que si vous n'existez pas sur l'e-commerce, il est de plus en plus difficile d'exister. Sur la cybersécurité, ça va avec, bien évidemment, le télétravail notamment, mais aussi la partie en ligne, donc, est un des aspects effectivement sur lesquels il existe un énorme marché localement. Et enfin, sur le secteur financier et assurance, pour tous ceux qui ont eu affaire effectivement à acheter ou à faire venir des produits ou à gérer avec les monnaies locales, tout ça est rapidement un enfer. Et là, aujourd'hui, on trouve des solutions effectivement sur le net qui sont extrêmement développées. On a par exemple, on a pu assister à un développement des banques en ligne. Rien qu'au Brésil, on est passé de 25 millions de clients avant la pandémie, en 2019, à plus de 75 millions de comptes ou de clients qui existent de moins de 2 ans après. Donc en résumé, mais vous aurez ces slides, donc cybersécurité, secteur financier, retail, e-commerce. Et pour finir, comment les saisir? Business France, on est là sur la zone avec 55 personnes. On est présent donc sur 5 pays et on organise donc des opérations donc dans tous les domaines. Là sur la partie industrie clean tech, on fait du maritime, on fait du secteur minier, on fait du secteur ville durable, on fait des opérations dans tous ces domaines-là. Idem sur l'agroalimentaire, idem sur l'art de la vivre, santé et sur tech et services. Donc sur donc l'année 2022, ça c'est la programmation 2022. Vous avez donc une trentaine d'opérations sur lesquelles on pourra vous accompagner et vous trouver des clients. Aujourd'hui, mon travail, ou du moins ma difficulté, c'est plus de vous convaincre de venir en Amérique latine plutôt que de vous trouver des clients, parce que lorsque vous franchissez l'Atlantique, même que ça soit uniquement virtuel, on vous trouve des clients et c'est très bien comme ça. Je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup. Merci Richard. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Merci monsieur pour cette présentation. J'ai une question concernant comment est-ce que vous pouvez expliquer l'appétence qu'a l'Amérique latine concernant les nouvelles technologies du type Spotify, Uber. Enfin, on n'a pas l'impression que ça va être ces pays-là qui vont être les premiers sur ce marché-là. Merci. Alors traditionnellement, ça a toujours été fort en termes de consommation, sauf que ça se sait pas forcément. Ça tient à plusieurs choses, au fait que la durée des transports dans ces villes-là, donc fait que quand on se déplace, effectivement, on a envie d'être entretenu. Ça tient à vraiment l'appétence pour tout ce qui est de nouveauté. C'est exactement l'inverse du marché français. C'est-à-dire au marché français, on l'a vu peut-être avec les vaccins, mais surtout l'adoption du téléphone portable il y a quelques années. C'était très lent au début et puis ensuite ça explose. Là-bas, ça explose tout de suite. Et même avant que le cadre réglementaire n'existe, l'adoption se fait. Ce qui fait que en fait, certaines fintech commencent d'abord en thèse sur l'Amérique latine avant de se développer sur des marchés, sur d'autres marchés. Je dirais qu'il y a une phrase assez célèbre qui est en gros les États-Unis produisent les nouvelles technologies, l'Europe la réglemente. Et l'Amérique latine l'utilise et la consomme à tout va, et même sans cadre réglementaire. Donc on a vraiment cette appétence et ce mélange, encore une fois, ou cet attrait pour la nouveauté. Tout ce qui vient aussi de loin,
parfois est même plus valorisé que le produit local. Et ça, c'est assez déprimant d'ailleurs pour certaines traditions locales et cultures locales, où on s'excuse parce que, bah voilà, je suis désolé, c'est un produit brésilien. Je dis, bah non, mais il est très bien ton produit. Mais effectivement, non, effectivement, on s'excuse de ne pas avoir l'équivalent de l'étranger. Donc il y a cette appétence et cette culture. C'était aussi une tradition, encore une fois, avec des distances très loin, très éloignées à la fois dans la ville et puis dans le pays. Ce que j'ai pas dit, c'est que le Brésil, par exemple, c'est 5 heures de vol nord-sud et est-ouest, donc ça n'existe pas ce genre de dimension en Europe. On n'a pas l'habitude de ça. Ce qui veut dire, encore une fois, c'est du temps d'attente, c'est du temps de voyage, et donc tout ça fait que normalement, par la musique, ça se développe, et puis par les réseaux sociaux, forcément. Aujourd'hui, et notamment la jeune génération, dès qu'ils ont un temps de libre, ils dégainent leur téléphone. Donc early adopter, même sur des tarifs prohibitifs, c'est-à-dire le Brésil, c'est l'iPhone le plus cher au monde. Quand il arrive sur le marché brésilien, et c'est quand même un succès. Ça reste effectivement le premier moyen aujourd'hui de s'amuser. J'ai oublié les jeux vidéo d'ailleurs, mais parce que c'est aussi Ubisoft fait un malheur, notamment au Brésil, parce qu'ils ont développé tout un univers lié à la musique, lié à la danse, dans le gaming, qui fait que aujourd'hui ils s'amusent là-dessus. Donc les principales, c'est distance. Et puis une appétence culturelle pour tout ce qui est nouveau, beaucoup plus avancée que ce qu'on peut connaître nous ici en France. On a on regarde ça plutôt avec défiance au début, avant effectivement d'être convaincu ensuite. Merci Richard. C'est sur ces mots positifs et optimistes qu'on clôture l'atelier, qu'on clôture aussi le campus. C'était 13 ateliers, 8h30 de direct aujourd'hui. Merci beaucoup pour les messages transmis, merci pour ta fidélité avec nous. Et puis, on vous donne à tous rendez-vous en Amérique latine pour développer vos affaires, et vous pouvez vous reposer sur nous. Merci beaucoup, Richard. Merci Alban, merci à tous. Au revoir. Merci à tous.